Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, comme vous êtes tous silencieux et que vous attendez qu'on commence, là il est 15 pile, donc on va déroger à la tradition, on ne va pas attendre 2-3 minutes, surtout si c'est moi qui parle au début alors que vous attendez que nos invités prennent la parole. Je suis Delphine Grouès, je dirige la Maison des Arts et de la Création. Donc bienvenue à ce nouvel échange qui a été impulsé par Claire Denis, donc la titulaire de la chaire de cinéma de Sciences Po, notre première titulaire, et qui a choisi d'inviter aujourd'hui Agnès Godard, qui est plus qu'une collègue, une complice, et je pense qu'on pourra en savoir plus sur cette relation de travail qui les unit, pour un échange qui est modéré par Jean-Michel Frodon, donc le complice de la Maison des Arts et de la Création, et puis avec le concours aussi de nos étudiants qui ont préparé la séance et qui sont au premier rang pour co-modérer avec Jean-Michel. Et puis je souhaitais quand même dire un petit mot de bienvenue parce que je sais que parmi vous, il y a beaucoup, notamment d'étudiants, ce qui me réjouit, qui viennent d'autres universités. Donc bienvenue à vous et vous êtes les bienvenus pour tous nos événements de la Maison des Arts et de la Création. Donc bienvenue à vous et puis je vous souhaite une très belle soirée en renouvelant mes remerciements à Claire Denis qui a rendu tout cela possible. Oh. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Je voudrais remercier Delphine, Jean-Michel et puis Agnès qui revient d'Azerbaïdjan et qui arrive là d'un festival lointain dans un pays un peu en pré-état de guerre, hein, voilà. Bonjour à tout le monde. Juste avant de commencer cet échange, donc Claire Denis, qui est au cœur de tout ça, a eu beaucoup l'occasion déjà de s'exprimer. Je voulais dire un mot d'Agnès Godard pour l'accueillir, qui est donc directrice de la photo, qui fait les images des films, qui a fait des images de films de beaucoup de réalisatrices, hein, c'est même une liste impressionnante, Agnès Varda, Noémie Lvovsky, Catherine Corsini, Tony Marshall, Emmanuel Berco, Ursula Meyer, Brigitte Rouen, Eva Ionesco. Dans le cinéma français, ça en fait beaucoup, mais qui, dont bien sûr tout le parcours est principalement lié à Claire Denis. Agnès Godard était présente sur le premier long métrage de Claire, Chocolat. Elle a accompagné à des postes qui ont pu un peu changer. Ça sera intéressant que vous disiez toutes les deux en quoi c'est pas tout à fait la même chose d'être à la caméra, d'être à la lumière, d'être aux deux à la fois, et comment ça se décide en fonction des films à faire, puisqu'il n'y a pas de débat sur le fait et de la proximité entre elles deux et des capacités d'Agnès à occuper toutes ces places-là, mais il y a des moments où il y a des choix qui ont un sens pour les faire. Il y a aussi quelqu'un qui est important, me semble-t-il, pour vous deux, et depuis votre rencontre, on peut citer le nom, qui est Wim Wenders, puisque sur les ailes du désir, vous y étiez toutes les deux. Wim Wenders doit venir ici bientôt à Sciences Po aussi, et ça fait plaisir de le saluer au passage. Et aussi Agnès Godard enseigne également à la Cinéfabrique, à la FEMIS, à la HED, l'école d'art de Genève, etc. Et donc il y a aussi une dimension de transmission maintenant dans son travail, c'est utile d'en parler. Avant Wim Wenders, je voudrais dire, Agnès, je coupe la parole à Jean-Michel. Non, je te la laisse volontiers. On a fait l'IDEC toutes les deux, et on s'est connus après. Oui, mais enfin... Oui, quand même, moi j'étais encore à l'IDEC, tout ça. Ça nous a liés parce qu'il y avait un... L'IDEC, c'était l'école de cinéma. Avant la FEMIS. Et le directeur des études, quand même, ça n'avait rien à voir avec la FEMIS d'aujourd'hui, mais c'était quand même un endroit très propice pour des femmes qui avaient envie de travailler dans le cinéma, parce qu'il y avait un directeur et des professeurs... un directeur qui choisissait des professeurs qui étaient
beaucoup plus encourageant pour nous que dans beaucoup d'endroits où on enseignait le cinéma à l'époque. Oui. C'était un réalisateur qui s'appelait Louis Daquin. Et donc cette rencontre, Claire et Agnès ont souhaité qu'on la place sous le signe d'un mot, d'une idée, d'un enjeu. Ce mot, cette idée, cet enjeu, c'est la beauté. On est à Sciences Po, la chaire artistique, elle est là pour aussi faire de la science politique. Il y a l'idée que la beauté, c'est un enjeu aussi politique. Et comment ça se traduit et comment ça s'active dans votre manière de faire du cinéma, chacune à votre place, pas la même. La réalisatrice n'est pas la directrice de photo, mais toutes les deux avaient affaire à cette question-là et a vocation à être un peu le fil conducteur de la conversation qu'on va avoir aujourd'hui. Je vais peut-être dire que le mot beauté, il résonne beaucoup dans le travail avec Agnès, parce qu'on a pu travailler ensemble, peut-être parce qu'on est sensible souvent à la même notion de beauté, et en même temps, on a eu envie, elle et moi, de le faire avec précaution et pas de se jeter dedans, quoi. Voilà. C'est ça qui a été peut-être le fil de notre relation, c'est de se méfier de « Ah, c'est vraiment beau », quoi. Donc quelque chose que la beauté pouvait nous amener à chercher au-delà du mot beauté quelque chose qui serait notre relation d'abord au cadre et peut-être à l'image, mais surtout au film lui-même, parce que notre relation, je pense, elle ne pourrait pas vivre, elle n'aurait pas pu vivre longtemps si c'était pas quelque chose qu'on appliquait au film. Oui, c'est vrai que en fait, très rapidement, dès le premier film, j'ai eu à constater, à voir que Claire faisait un casting de manière très précise et que déjà... Le casting, c'est le choix des acteurs. Le choix des acteurs, pardon. Et que déjà, rien qu'en les rencontrant et en les voyant, il y avait tout de suite quelque chose qui était de l'ordre de la compréhension, je dirais presque sans mots. Et au fond, la beauté, finalement, c'est un peu quelque chose comme ça. C'est un peu quelque chose qui laisse sans mots, ou en tout cas pour lequel il est très difficile de trouver des mots. Et du coup, je crois que l'accompagnement, c'était de trouver les images, essayer de voir la beauté des visages qui étaient là, la beauté des corps aussi, bien sûr, mais c'est apprendre à voir, voir le voir, au fond, qui, je pense, est ce que l'on reçoit quand on voit un film, et c'est en ça que le travail avec Claire était absolument passionnant, et du reste aussi parfois sans mots, rien qu'à mettre en place les plans ou regarder d'un endroit ou d'un autre endroit à travers la caméra et les objectifs les personnes en question. Et je l'ai dit à Jean-Michel tout de suite quand j'ai dit ce mot, peut-être en septembre, parlons de la beauté. C'est un mot dangereux au fond, parce que c'est un mot qui recouvre un champ très vaste et qui pourrait être niais ou faible. Et en fait, j'avais ce petit livre qui s'appelle « L'intraitable beauté du monde », je te l'avais dit,
qui a été écrit par Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau. C'était la lettre qu'ils ont envoyée à Barack Obama quand il a été élu président des États-Unis, à la première fois. Voilà. Et en fait, ils voulaient, dans l'intraitable beauté du monde, ils disaient que pour eux, hommes de la Caraïbe, ils attendaient de cette élection quelque chose qui serait le cri d'une beauté intraitable, un peu. Quelque chose qui enfin apparaîtrait. Voilà. Et, excusez-moi, je risque de tousser, mais donc, pour ouvrir un peu j'avais noté 2 choses dans ce livre. Une citation d'Aimé Césaire, qui était la justice. Alors, Aimé Césaire, la justice écoute aux portes de la beauté, et les 2 écrivains se posent la question. Déjà, c'est fort, la justice écoute aux portes de la beauté. Ça replace la beauté tout de suite dans quelque chose qui n'est pas mièvre. Et tous les 2 disent, mais y a-t-il beauté à se ressouvenir ensemble? Faut-il au contraire, réclamer la dette? Enfin, je ne vais pas citer tout le texte, mais je pensais que cette citation d'Aimé Césaire, elle pouvait nous réunir, Agnès et moi, et peut-être une autre petite citation. Nous pressentons que le théâtre et le cinéma officiel, et d'ailleurs les arts, entre guillemets, débordant de moyens des États-Unis, ont porté, ou peut-être poussé à un comble de perfection, l'art du beau, considéré aussi comme synonyme et modèle d'efficacité pour ce qui concerne son influence sur les sensibilités éparses dans l'étendue des mondes, mais qu'ils sont peut-être passés peu à peu et de plus en plus à côté d'une approche vivante et frémissante de la beauté, dont le beau est le plus souvent un figement impressionnant. Et je trouvais que cette citation, elle parlait vraiment de nous deux. On a peur de ce figement impressionnant. On ne le cherche pas, mais par contre, la vibration, on la cherche, ouais. Et c'est ça, hein? Oui, on peut dire que c'était vraiment le travail ensemble était vraiment quasiment à l'opposé de ce dont il est question ici, qui finalement est le code hollywoodien, le sublime, qui finalement revient à une sorte d'uniformisation de la beauté, alors qu'avec Claire, il s'agissait au contraire de rentrer, si je puis dire, dans la beauté singulière de chaque personnage, chaque acteur, chaque actrice qu'elle choisit, et de chaque lieu aussi, pour tout au fond. Et c'est vraiment très, très important, puisque pour aller contre ce code hollywoodien, en fait, il s'agit au contraire de chercher ce qu'on appelle souvent l'incarnation. Oui, l'incarnation. Et peut-être, Jean-Michel, je peux continuer un peu? Vas-y. Non, peut-être le mot, ce figement, c'est-à-dire que oui, je crois qu'il y a quelque chose, le cinéma du monde entier a hérité de la peinture, de la photographie, mais il a dû se poser la question justement d'aller dans la vibration du mouvement et non pas dans le figement de la beauté.
qui est contraire au fond au cinéma. Voilà, c'est pour ça que j'avais choisi ce mot un peu bizarre, et je disais à Jean-Michel, je lui racontais ce qu'on s'était dit toutes les deux quand on a fait un film qui s'appelle Beau travail, qui était une citation du reste d'Herman Melville dans Billy Budd, où un capitaine de corvette regarde les marins travailler dans les voiles, monter les voiles sur les mâts, et je ne sais pas comment on appelle la hune, oui, voilà. Et le capitaine les regarde. C'est pendant les guerres napoléoniennes où la flotte anglaise ne faisait pas que naviguer pour le commerce, mais aussi pour la guerre. Et ce capitaine de navire dit « beau travail ». C'est-à-dire que tout d'un coup, de voir les marins savoir si bien manier les cordages et les voiles, c'était le beau travail. Et je crois que quand on a fait ce film Beau travail, on a pensé à ça. Mais j'arrive là où je voulais en venir. Je savais que c'était une proposition d'Arte de faire un film sur la notion d'être étranger, et j'avais choisi la Légion étrangère, et je savais que ça se passait à Djibouti, donc on a fait des repérages à Djibouti, dans cet endroit qu'on appelle la Corne de l'Afrique, et il faut dire que c'est des paysages, un lieu, un pays, un endroit du monde très volcanique, très désertique, au bord de la mer Rouge et le début de l'océan Indien, qui est, on peut dire, qui fait dresser les poils sur la peau, qui est inouï de beauté, on peut dire, mais de beauté unique, comme quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Et donc, quand on a fait les repérages, avec Agnès, on se disait, méfions-nous de cette beauté-là. Il ne faut pas qu'on la laisse rentrer dans le film. On a fait un pacte, hein. Oui. On ne fera jamais de plan de paysage sans les légionnaires. Il n'y aura que notre petite troupe, hein, ils étaient 15, donc pas beaucoup. Donc il n'y aura pas de plan de coupe, comme on dit dans le cinéma, de paysage très beau. Il y avait la tentation, je vais laisser Agnès parler, mais quand on partait le matin, on partait la nuit du reste, et quand on rentrait la nuit aussi, on était presque... On sentait qu'on aurait facilement pu devenir dingue de cette beauté. Oui, c'est vrai. C'était un peu soit le début du monde, soit la fin du monde. C'était en fait très simple, la mer, le volcan, le ciel, les roches, et puis bon, il y avait les hommes, et du coup la question c'était voilà, de voir les hommes dans cet endroit-là, donc soit inscrits dans le paysage, soit en étant très, très près d'eux, mais c'était au fond une beauté très spirituelle finalement. Dans ce que vous dites, il me semble qu'on entend bien qu'on n'est plus du tout dans la beauté comme une chose unique, mais qu'à l'intérieur de ce qui relèverait de ce que certains ou certaines appelleraient de la beauté, en fait, il y a des enjeux complètement contradictoires, et que c'est aussi contre certaines formes de beauté ou certaines formes de représentation qualifiée de beauté. Et Agnès, tu as employé tout à l'heure un mot qui est important par rapport à ça, qui est sublime, que les formes de beauté que vous travaillez, et ce sont des choix
politique. C'est pour ça que c'était tout à fait approprié d'aller rechercher une adresse au président élu des États-Unis pour lui parler de beauté, de dire il y a des beautés qui oppriment et des beautés qui peut-être libèrent, ou sont en tout cas du côté de la liberté, du côté d'une ouverture et de la justice. Et donc le mot de la justice, et que c'est cette quête-là, une fois qu'on a dit on est dans un endroit magnifique, sublime, en l'occurrence Djibouti, il y a une infinité de choix précis à faire, et j'aimerais beaucoup si vous arriviez à avancer dans la spécification de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, du côté des couleurs, du côté des cadres, du côté des plans, du côté des choix techniques et aussi de mise en scène, qui sont des choix d'une beauté éventuellement contre une autre. Alors, je vais attaquer pour laisser Agnès parler après, parce qu'elle pourra développer plus, mais je pense que pour moi, il faut qu'on soit d'accord toutes les deux d'abord, et c'était vrai quand on faisait Chocolat aussi, où Agnès ne faisait que le cadre, il faut qu'on soit d'accord sur ce qu'on veut montrer ou ne pas montrer. Et je pense que ce que l'on veut voir ou ne pas voir, mais je crois que j'ai jamais eu la sensation que Agnès et moi, on pouvait parler de technique. J'avais la sensation qu'on parlait du film comme d'une traversée qu'on allait faire ensemble. Je dis traversée puisque je parlais de bateau, alors d'une traversée qui était le rapport qu'on allait avoir avec le scénario, les comédiens, comédiennes, et le lieu où on allait tourner, et la lumière qu'il y aurait. Mais je crois que, pour moi, j'ai jamais eu la sensation que nos choix étaient techniques. Non, mais oui. C'est technique, bien sûr. Oui. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que il y a d'abord les choix de mise en scène de Claire, de choisir ce sujet, de choisir cette troupe de 15 hommes qui vont être des légionnaires, de choisir de tourner à Djibouti. Bon, c'est la base de la Légion étrangère française, mais voilà. En arrivant pour la première fois dans ce pays, pour moi, Claire le connaissait déjà, moi je n'avais qu'à, si je puis dire, regarder les paysages, les couleurs, la lumière, et tout en sachant que tous ces ingrédients, si je puis dire, devaient appartenir au film. Donc à moi de trouver comment les rendre fidèlement. Du coup, en effet, on est allé en repérage avec une caméra et juste un objectif et quelques différentes émulsions de pellicules, différentes sortes de pellicules, déjà pour faire comme ça quelques images, et ça a déjà permis de choisir plus de la vidéo. Plus de la vidéo. Oui, parce que vu on avait si peu d'argent, voilà. La production n'aurait pas préféré qu'on tourne avec une. Hein, voilà. Et c'est toi qui as pris la décision. Oui, et du coup, en faisant des images... décision de renoncer, de mettre le paquet sur la pellicule argentique. C'est-à-dire que le peu d'argent qu'on avait, on comprenait que dans ce lieu et cette lumière, cet endroit, la pellicule allait rendre peut-être cette vibration. Oui, voilà. Mais complètement. Et de plus, même à l'intérieur du choix, qui était donc la pellicule, enfin qui était le choix désiré, au fond, il y avait à choisir entre deux formats, ce qu'on appelle le Super 16, qui est un petit négatif, et puis le 35 mm, qui est un plus grand format, qui correspond
aux appareils photo argentiques, si vous en avez quand même sûrement eu entre les mains. Voilà. Et moi, je pensais que le 35 allait être plus lyrique, plus adapté aux perspectives de ces paysages. Voilà. En tous les cas, ça a permis aussi de choisir la pellicule Fuji qui traduisait le plus fidèlement les couleurs de cette partie-là de l'Afrique. C'était tout à fait étonnant de voir comme la pellicule Kodak ne rendait pas de la même manière les couleurs. C'était vraiment très, très marquant, quoi. Et voilà, c'était un bon voyage. Une toute petite incursion technique, je dirais que Agnès a dit il faut qu'on tourne en 35, mais en 35 mm. Et c'est un format, le négatif est plus grand, mais aussi c'est une façon de voir déjà. Parce que si on s'était dit, comme on s'était dit toutes les deux, oh bah, le paysage est tellement étonnant qu'il faut se concentrer sur ces hommes. Nous, on va raconter ces hommes dans ce lieu. Parce qu'au fond, pourquoi la Légion étrangère est à Djibouti? C'est peut-être pas parce que c'est beau, mais c'est surtout parce que c'est sec, chaud et difficile. C'est pas facile de crapahuter dans ce territoire archi-sec, volcanique. Donc c'est comme une espèce d'épreuve physique déjà. Donc si on tient compte de ça, il ne fallait pas séparer le paysage des hommes. Parce que si on commençait à mettre d'un côté des plans de paysage sublimes et des hommes de l'autre, on allait tromper la raison pour laquelle ces hommes, soldats, la Légion étrangère, c'est quand même un tout petit peu des hommes qui attendent une seconde chance de la vie. Hein. C'est pas très gai de s'engager dans la Légion étrangère. C'est parfois pour se sauver la vie. Donc, on s'était dit, voilà, peut-être que ça va nous apporter cette espèce de réalité de la Légion et de ne pas en faire un séjour club Méditerranée. Voilà. Ensuite, peut-être le 35 mm, Agnès, quand elle l'a choisi, elle savait que le rapport du 35 mm, donc là c'est technique en effet, n'est pas le même que le Super 16, parce qu'on avait fait 2 films coup sur coup en Super 16 mm, gonflés donc après, c'est-à-dire agrandis. Et on était les reines du monde avec le Super 16. Hein. On adorait ça, parce que ça faisait des prises, on peut faire des prises plus longues. Hein, qu'en 35 mm, la prise est assez courte. Mais par contre, le rapport du lointain et du présent est différent dans le 35 mm et dans le Super 16. Et donc, allait vraiment mettre ces hommes dans le paysage, plus que, voilà, Super 16. Oui, c'est une question de perspective. C'est pas le même foyer, donc c'est une question vraiment de perspective. Et des hommes petits au loin dans un paysage, en 35 mm, ils sont vraiment inscrits dans le paysage. En Super 16, ils auraient été à peine visibles, comme des petites fourmis. Alors que là, on les voyait très très bien. Et quand on était près d'eux, on les voyait plus qu'en Super 16, comme si on les voyait à l'œil nu. Voilà. Donc on les côtoyait d'une manière plus humaine, tout simplement. Voilà. Et ça a été un grand
oui, une succession une manière de côtoyer ces légionnaires de loin, de près, toujours dans ces perspectives identiques. Ce qui fait qu'on avait toujours le même rapport avec cet endroit si particulier, visuellement. Alors, les enjeux liés à la beauté, on pourrait dire d'une certaine manière, c'est un peu évident. Dans le cas de Beau Travail, c'est dans des paysages exceptionnels. C'est un film complètement chorégraphié. Les légionnaires en question, ce sont des danseurs, de magnifiques danseurs pour la plupart d'entre eux. Non. Non. Excuse-moi de t'interrompre comme ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est comme... C'était pas des militaires. J'ai fait appel à un chorégraphe, Bernardo Montet, et je lui ai dit, ces acteurs, ils vont pas subir l'entraînement dingue que les légionnaires subissent physiquement tous les jours, dans un climat aussi dur. Donc on a répété 2 mois avec eux dans un gymnase à Paris, et avec nous, il y avait un ex-vrai légionnaire qui avait montré à Bernardo Montet les exercices pratiqués par la Légion. Donc en fait, en dehors de Bernardo et des 2 Italiens, c'était pas des danseurs. Ouais, enfin, c'est un film qui est quand même toute la gestuelle est sous le signe d'une chorégraphie et d'une composition. Attends, parce que je voudrais qu'on fasse un pas en avant par rapport et qu'on sorte de Beau Travail pour dire que les questions de beauté, là il y a des formes de rapport à la beauté qui s'imposent d'une certaine manière, qui sont liées au paysage, qui sont liées à la gestuelle, qui sont liées à des choses exceptionnelles. La beauté, et en particulier la beauté dans tes films, dans vos films, elle est présente dans des situations infiniment plus triviales, infiniment plus quotidiennes que des militaires qui font des choses assez extraordinaires dans un paysage lui-même tout à fait extraordinaire. Et que c'est vers ça que j'essaye d'aller. C'est pour ça que j'avais pris un extrait qu'on peut regarder peut-être de S'en fout la mort, où on va voir des gens qui ne font pas des exercices tout à fait je pourrais répondre quand même à ce que tu dis. Oui, mais de dire que cette question de comment la beauté active des choses dans le fait d'en faire du cinéma, c'est une question qui est omniprésente, presque quelles que soient les situations, et pas seulement quand on est dans un contexte quand même aussi exceptionnel que celui où se trouve Beau Travail. Oui, je dis quelque chose, Agnès. Il y a un film américain qui a été fait sur la Légion étrangère, qui a été tourné au Maroc, qui s'appelle Beau Geste. C'est-à-dire que il faut tenir compte du fait que la Légion étrangère, et si vous avez peut-être regardé un défilé du 14 juillet, vous avez peut-être remarqué que la Légion ne ressemble à rien d'autre qu'à la Légion. Il y a quelque chose au cœur de la Légion qui est un culte quand même de la beauté. Un légionnaire, s'il n'a pas 3 plis à sa chemise dans le dos, il peut se faire virer, quoi. S'il n'a pas... Il y a une espèce d'esthétique de la Légion étrangère qui compte beaucoup à la Légion étrangère. Donc nous, avec Agnès, on ne s'est pas dit évitons le beau ou célébrons le beau. On s'est dit au contraire, essayons de voir qu'est-ce qui fait que la Légion, c'est particulier, qu'il y a une espèce d'idée beauté, honneur, justice, quelque chose d'assez bizarre à la Légion, qui est une forme c'est comme en son noyau dur qui a cette beauté. Et du reste, même dans des endroits
même une caserne de la Légion étrangère ressemble à aucune autre caserne en fait. Et c'est pour ça qu'on a fait un plan de eux qui repassent leurs chemises et tout ça. Chose qui... Voilà. Je veux dire qu'on aurait pu faire un film monstrueux. Parce que Djibouti, c'est dur. Djibouti, c'est... On voyait pas des... Quand on voyait les militaires s'entraîner, on voyait pas des images belles. On voyait de la dureté aussi. Mais c'est le film qui voulait ça. C'est l'histoire du film, ce culte d'une espèce de beauté secrète. Oui, mais finalement, c'est quand même c'est l'approche que tu as faite du film, de toutes ces codes, peut-être presque, on pourrait dire, des légionnaires, qui a fait que les paysages étaient les paysages de Djibouti, mais les corps des légionnaires, c'était aussi des paysages de la Légion. Oui. Et le travail de mise en scène qui a eu l'audace, je dirais, de compter sur des choses aussi simples, c'est le résultat de tout un travail que tu as fait. Et je pense que dans ce film, c'est là ce que je voulais dire, c'est que finalement, la beauté, là, je crois qu'elle est liée aussi à cette chose, à la simplicité, à la concision possible des images. Et là, ça concerne vraiment comment on filme, quoi, la prise de vue. Et c'est ça qui était vraiment très passionnant, quoi, et très... je crois que de jour en jour, on osait de plus en plus. Oui. Et du reste, peut-être une petite anecdote, mais quand on était là-bas, on n'a jamais pu voir aucune des images qu'on faisait. Parce qu'il y avait seulement un avion par semaine. On avait juste des nouvelles du laboratoire, les images partaient, mais elles étaient développées. Et au laboratoire, on nous disait tout va bien, il n'y a pas de problème avec la pellicule. Mais on n'a jamais vu les images, alors que normalement, quand on tourne un film, on voit des images de chaque jour, tous les 2 jours, parfois tous les jours, parfois tous les 3 jours. Mais là, on n'a jamais vu. Et du coup, ça nous a engagés à avoir à oser, je crois, et peut-être même encore plus que si on avait vu les images, à toujours essayer d'aller plus loin au fond. Et c'était vraiment très très exaltant, parce que pour ça, on croyait de plus en plus à ce qu'on était en train de faire. Et ça, c'est essentiel. C'est d'une très très grande importance. Et je crois aussi que les comédiens ont eu un rapport... on avait ce rapport avec eux parce qu'ils avaient aussi fait cet entraînement 2 mois avant que tu filmais, du reste, l'entraînement. Oui. Et comme un... Et pour tout dire, de côtoyer des vrais légionnaires dans Djibouti, ça mettait la barre assez haut pour eux, quoi. Voilà, pardon. Alors, donc l'idée, c'était de glisser sur un autre film pour avoir d'autres formes de relations qui ne soient pas définies par le cadre quand même très singulier qui est celui de beau travail. C'est singulier, la Légion. À beaucoup d'égards. Et donc de regarder un extrait de S'en fout la mort pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, parler de comment on construit de la beauté, y compris dans une situation complètement différente de celle-là. Ça, c'est beau travail. Voilà, c'est ça. Je suis passé à la pharmacie. Gèle ici. Mais un pull, il n'y a plus de butane, c'est pour ça.
Allez, c'est prêt, on mange. Et tout, il manque rien? Il y a toutes les vitamines là-dedans. B6, B12. J'ai même trouvé l'hémoglobine des chiens. Et ça, c'est comme le local-butal, tu sais. T'as aussi des antiseptiques. Je comprends rien, c'est écrit en allemand. T'es sûr que c'est ça? Je veux pas les faire crever. Tu me fatigues. C'est pas la même marque, c'est tout, mais c'est pareil qu'aux Antilles. Hein. Bon, moi je mange, j'ai faim. Sur sa science, Josselin est discret. À l'entendre, la préparation et l'entraînement au combat, c'est comme un rituel. Ça obéit à des règles rigoureuses. Faut pas y déroger sous peine de perdre. Ou pire. Sa journée commence à 7 h du matin, comme celle des coqs. C'est le début de l'entraînement. Donc là, on n'est pas dans un décor sublime, c'est le moins qu'on puisse dire. L'essentiel, ils font des choses plus quotidiennes, des gestes plus banals. Et là, il y a cette question, me semble-t-il, toujours. Alors, est-ce que c'est la quête... C'est pas très banal de dresser des coqs. Non, mais ils donnent des trucs à bouffer, ils font la cuisine, etc. C'est un peu plus quotidien malgré tout que ce que font les personnages de Beau Travail, par exemple. Et il y a une question d'ailleurs, est-ce que c'est la quête de la beauté, c'est-à-dire que la beauté est là, il faut la trouver, ou est-ce que c'est la fabrication de la beauté, elle n'est pas là, il faut la construire, la faire arriver, à travers tout un tas de décisions, dont celle c'était mentionné au début sur ce film-là. Agnès, tu n'es pas directrice de la photo. Non, je fais le cadre. Tu es à la caméra pour chercher certaines choses particulières qui concernent ce film-là. Ben, c'était une décision de Claire que ce film soit tourné entièrement caméra à l'épaule. Nous allions être dans des lieux petits, souterrains,
presque clandestin, on va dire. Oui. Et il s'agissait de traduire ça au plus juste. Et c'était aussi finalement très organique, parce qu'on était dans des lieux petits, des petits couloirs, des petits boyaux, et que du coup ça permettait de circuler avec les deux acteurs et d'être au plus près de leurs activités de préparation des coques, d'entraînement des coques, ce qui occupait leur journée entière, et ils habitaient là. Donc on était avec eux dans cet endroit très clandestin et très peu confortable. C'est-à-dire, peut-être, quand tu dis le mot clandestin, ça me ramène à l'origine, et peut-être il y a un rapport avec la Légion étrangère, mais pas celui que tu crois. C'est que Alex et Isaac, pour pouvoir tenir des coqs de combat dans leurs mains, les nourrir, les masser, et ensuite toutes les scènes de combat où ils vont dans le pit avec les coqs. Alex, il a passé 3 mois chez... Il est devenu vraiment dresseur de coqs, quoi. Il est parti à la Martinique chez cet homme qui dressait des coqs pour les combats de coqs, et qui est venu sur le tournage avec 50 coqs. Pas 50 coqs parce qu'il fallait qu'on en extermine beaucoup, mais parce qu'on avait pour chaque coq était en 5 exemplaires, disons. Mais pour Alex, c'était quand même un apprentissage, et pour Isaac aussi. Alex Descas et Isaac de Bancolé. Voilà, Isaac de Bancolé et Alex Descas, mais Alex, c'est 3 mois et demi, Alex Descas, 3... Et quand il est arrivé, quand cet homme martiniquais, Yvon Dram, est arrivé avec ses coqs à Orly, il m'a dit, mais Alex, je pourrais le garder chez moi, parce qu'il est vraiment devenu un très bon coqueleux. Hein. Mais ça rentrait un tout petit peu comme le film, c'est-à-dire c'était notre matière interne, c'est-à-dire que ces 2 hommes clandestins cachés dans un restaurant à Rungis, qui étaient chargés par le patron du restaurant d'organiser des combats de coqs clandestins sur lesquels on fait des paris, hein, parce que les combats de coqs, ça rapporte pas mal d'argent. Pour répondre à ta question, j'ai l'impression que Agnès et moi, on a tout de suite vu que peut-être le secret du film, il était dans le rapport que ces 2 hommes avaient entre eux, et que leur rapport avec ces combats de coqs et l'entraînement de ces animaux était une forme de... C'était non seulement le cœur du film, mais que sûrement ça serait aussi la beauté du film, la vérité, la justice du film, au fond. Parce que la justice du film, c'est pas qu'Alex Descas est beau quand il nourrit des coqs, c'est qu'il le fait vraiment, c'est qu'il le sait faire, et que ça offre à la caméra quelque chose que moi j'avais jamais vu avant, enfin avant d'aller à la Martinique, hein. Et je dirais peut-être aussi une chose qu'on s'était dit avec Agnès, tu l'as dit Agnès, mais c'est pas rien de se dire tout un film à l'épaule. Combien de fois cette phrase a obligé à filmer de telle ou telle façon, nous a interdit certains plans au fond. Être à l'épaule, c'était pour Agnès porter cette caméra en permanence, mais c'était aussi pour
enfin, c'est comme ça que tu l'as fait, être avec eux, Oui. complices. C'est-à-dire, ils étaient tous les deux prisonniers d'une hostilité, et nous, on était avec eux. On n'était pas avec le restaurant, avec les spectateurs, avec Rungis, on n'était qu'avec eux. Et ça, pour moi, et pour toi, c'était... Je sais qu'il y avait des moments où je te voyais... Isaac de Bancolé, Alex Descasses et Agnès Godard, c'était un trio. Mais c'est vrai que c'était pour être avec eux, au fond, j'étais comme un personnage un peu invisible, au fond. Je me suis raconté ça quand on filmait le film, que j'étais presque comme peut-être quelqu'un dans le film qu'on voyait jamais. Mais c'était pour être vraiment... c'était cette proximité avec eux, être toujours avec eux, passer chaque instant de ce qu'ils faisaient avec eux. Et c'était... et il faut... Peut-être je peux ajouter que quand on travaille avec la caméra à l'épaule, on ne regarde pas dans le viseur tout à fait de la même manière que quand la caméra est sur un pied ou sur une dolly. Quand on est sur un pied ou sur une dolly, on a le temps de bien regarder les bords de cadre et voir si on a bien cadré comme on voulait, juste au-dessus, etc. Quand on est à l'épaule, on ne peut pas faire ça, surtout si les personnages qu'on filme sont en mouvement. Et c'est très exaltant parce que finalement, on a une vision beaucoup plus centrale et ça fonctionne comme un aimant. Donc du coup, moi, quand je les filmais ou que je marchais avec eux ou que je les précédais, j'avais l'impression que ça fonctionnait comme un aimant. J'étais aspirée par eux, embarquée par eux, et c'était assez... oui, c'était assez exaltant comme sensation. Et j'avais l'impression que je voyais chaque seconde de leur vie, de leur existence, et c'était vrai. Et je savais aussi que, comme tu le disais, ils savaient tellement bien faire tout ça que je pouvais filmer sans censure. Il n'y avait aucune chose que... je pouvais tout voir, puisque tout ce qu'ils faisaient était juste parfait, quoi. Et c'était... ça donnait une densité souterraine, presque, aux choses, si je puis dire. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'immigration et tout ça. Et quand on a fait ce film, en 89, on en parlait bien sûr, hein, mais on n'en parlait pas comme on en parle aujourd'hui. Et au fond, cette histoire, cette espèce d'histoire de deux gars clandestins en France qui, pour gagner leur vie, organisaient des combats de coqs, je veux dire, je ne me rendais pas compte à l'époque, quand cette idée est venue et quand on a fait le film, à quel point aujourd'hui ça pourrait résonner fort à nos oreilles comme quelque chose de cruel d'une certaine manière, et que peut-être naïvement, en disant à Agnès, je m'entraînais pas comme Agnès. Agnès, elle s'est entraînée à marcher avec la caméra, elle avait cette caméra sur l'épaule, et comme elle disait, c'est vrai, les bords de cadre n'ont plus la même importance que dans une caméra qui est fixée sur un travelling ou sur une dolly, mais c'était aussi une façon presque plus juste de filmer des clandestins. Parce que si on peut filmer des clandestins avec une caméra qui est reliée techniquement à un système de fixation, on n'est pas vraiment avec eux, on est hors d'eux. Alors que
Agnès, elle était avec eux. Voilà. Donc, tout de suite, ça dit quelque chose de leur existence, ce qu'on voit de leur existence dans cette histoire-là, je crois. Mais peut-être, enfin, j'ai envie de rajouter quand même, pour aussi répondre à Jean-Michel, que finalement, malgré tout, il y a un rapport avec Beau Travail, parce que c'est enfin, dans ces lieux souterrains, il y a une chorégraphie. Et c'est ça. C'est ça la possibilité de filmer comme ça. Parce que je voudrais quand même rajouter quelque chose. Au tout départ, Claire, tu devais aussi tourner en partie en Allemagne. Oui. Ça n'a plus été possible. Et du coup, mur est tombé. Voilà. Et du coup, tu as eu cette idée d'aller chercher un décor à Rungis. Et du coup, comme à Djibouti, où on était, là où il y avait la Légion étrangère, là où, bon, oui, c'est vrai, moi aussi, je courais un peu avec la caméra, on était un peu tous légionnaires. Ben là, on était, nous aussi, dans un même lieu, un lieu unique, clandestin. Il y a quelque chose de très organique, et ça, c'est de nouveau ce que je vais appeler quelque chose, c'est une simplicité, mais c'est le résultat de plein de choses qui sont comme passées dans un tamis, et puis il reste cette chose-là concise, et du coup on va droit au but. Il n'y a pas de fioriture, il y a, voilà, parce que tu as décidé de ce que tu allais montrer, de ce que tu ne montrerais pas, et du coup on montre pleinement ce que tu as décidé qu'on montrait. Et c'est ça qui donne une certaine densité, je crois, au plan. Et puis bon, les coqs, ils étaient quand même très beaux, il y avait de la couleur et tout, et c'était, voilà, c'était assez... Après, il y a le pit avec ces verts et rouges, les hommes portent des chemises blanches, enfin, ça... c'est les couleurs aussi, tout ça, c'était chorégraphié, même dans le côté sombre de ce lieu, quoi. Et ça, c'est très important, cette chose qui, au fond, correspond à... C'est la véracité de la situation qui il y a une dimension en plus qui participe pleinement de tout ce que vous décrivez là, qui est au tournage puis au montage, la durée des plans. L'idée que ce sont des plans qui accompagnent dans le mouvement, oui, et qui ne hachent pas les situations qu'elles décrivent. Et là, voilà, tout le début où Isaac se promène avec sa gamelle, là, son sac des courses, pourrait durer 2 secondes, non. Et ça construit cette chorégraphie dont tu parles. Oui. Peut-être en se disant avec Agnès, pour être avec eux, pour qu'on soit complice de leur clandestinité, il faut que la caméra soit sur l'épaule d'Agnès et qu'elle marche à leur côté, qu'elle tourne à leur côté, ou qu'elle soit dans la même pièce qu'eux, près du lit ou près de la table, dans l'endroit où les coqs sont nourris et entraînés. Je pense que il y a quelque chose qui a à voir avec une forme de justice aussi par rapport à... Moi, par exemple, je ne voulais pas de prouesse de la part d'Agnès ou de la part d'Isaac et d'Alex. Je pensais que quelque chose devait se passer dans le plan, donc il n'était pas question de demander à Agnès d'avoir la caméra à l'épaule et à ces 2 acteurs d'avoir été à la Martinique s'entraîner chez un entraîneur de coqs de combat. Si c'était pour faire du chant contre chant, enfin des plans courts, j'aurais trahi le film, je pense. Enfin, on l'aurait trahi, je crois, et on aurait trahi eux. Les 2 acteurs, ils se sont vraiment mis dans la situation d'être ces hommes-là, quand même. Hein. Donc nous, on ne pouvait pas trahir leur travail.
Voilà. C'est pour ça que la durée du plan, elle est importante pour moi, mais pour toi aussi. Oui, oui. Et jusqu'à l'épuisement, au fond. Oui, oui. Mais peut-être, je peux indiquer aussi que, côté technique, le film a été entièrement filmé avec seulement 2 objectifs qui sont très proches l'un de l'autre, un 40 mm et un 50 mm, qui sont censés être, disons, les objectifs qui sont le plus proches de la vision humaine, ce qui fait que ce lieu souterrain toujours, et la manière, la distance à laquelle on était, comment on les côtoyait avec la caméra, est restée la même tout le temps. Et ça donne aussi, il me semble, je sais pas comment dire, un déroulé, une fluidité dans la manière d'être avec eux, qui est finalement tout simplement assez humaine. Voilà. Je peux faire une petite citation ? Une petite citation. Non, c'était parce que j'avais amené ce livre de Jean-Luc Nancy qui s'appelle « La beauté ». Et il dit... bon, alors, il parle de la beauté, mais je cite simplement « Il s'agit de la beauté en soi et non pas de quelque chose de beau ou d'une beauté. » Et je crois que c'est ça, la beauté en soi. C'est exactement de cela que j'aimerais vous parler. Sans savoir que nous le savons, nous savons tous quelque chose de la beauté absolue. Pour le dire d'un mot, nous savons tous que la beauté absolue n'est pas une beauté hors de portée qui existerait on ne sait où quelque part, que personne ne pourrait atteindre, se représenter ou incarner, mais quelque chose qui se manifeste comme une beauté, puis une autre beauté, puis une autre encore. La beauté absolue, je ne vais pas vous lire tout ça, mais j'ai l'impression que, en même temps, nous savons tous que nous parlons de quelque chose de beau, que parce que nous savons ce que c'est la beauté. Mais je ne veux pas rentrer trop dans ces citations. Mais ce que je veux dire, c'est que, au fond, nous, on n'a pas besoin de se dire c'est beau. On le sait. Bien sûr qu'on le sait. Et c'est quelque chose, c'est la beauté en soi. Par exemple, un visage, nous, on pouvait penser qu'Isaac de Bancolé, que Alex Descasses sont beaux. Ce sont des hommes beaux. Mais on trouvait Jean-Claude Brialy très beau aussi. Et je trouvais les décors très beaux. C'est-à-dire, il y a un moment où la beauté, juste cette beauté en soi, on n'a pas besoin d'une beauté en plus, qui serait juste une beauté jolie, mais quelque chose qui est une beauté en soi. Parce que quand je réfléchis à la beauté d'Alex Descasses ou d'Isaac de Bancolé dans ce film, ou de Jean-Claude Brialy, du reste, ou de Solveig Dommartin, je pense que c'est quelque chose qui était en eux à cause du propos du film aussi. C'est-à-dire, c'est pas leurs traits ou leur stature, c'est aussi le souffle de ce qu'ils veulent traduire qui les rend beaux. Moi, je crois. Moi, je crois, oui, aussi. Au fond, c'est comme un peu quelque chose, c'est un peu une alchimie. Moi, je trouvais que la fiction naissait de leur visage. Et c'est ça la beauté aussi. Alors, on va donner la parole aux 3 élèves de Sciences Po pour préparer chacun une question. Non. Je voulais juste dire une chose avant qu'on donne la parole. C'était peut-être, il y avait dans S'en fout la mort quelque chose qui était très impressionnant pour moi, parce que très vite, en commençant à travailler sur le scénario, j'ai compris que le personnage interprété par Alex Descasses devait mourir. Pour moi, c'était... L'histoire ne pourrait pas exister sans cette mort. Et évidemment, c'est pas facile de tuer un personnage et de filmer la mort
d'un personnage dans un film et quelqu'un de mort, parce que, d'accord, c'est faux, on ne l'a pas tué, il n'est pas mort, mais curieusement, pour que ce soit filmable, il faut que quelque chose du réel qu'on s'imagine, nous, de leur mort dans le film, de la mort dans le film, doit apparaître. Et je me souviens de ce jour-là où on a tourné ça, et le lendemain, quand la scène où Isaac lave le corps du mort, comme quelque chose de bouleversant, alors que Alex était bien vivant, mais toujours. Une épreuve, voilà. Mesdames, messieurs, monsieur. C'est pas trop rasoir, ça va? Bon. Donc, bonjour. Bonjour. Je suis donc étudiante à l'école d'affaires publiques. Ça fonctionne ou pas? Plus près le micro, il faut le rapprocher de la bouche. Ok. Donc, je suis en master affaires publiques et spécialité culture. Et je voulais revenir sur Beau Travail. Et ma question s'adresse à vous deux. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de ce culte de la beauté masculine secrète qu'il y avait dans Beau Travail. Et je voulais savoir si vous, en tant que femme, avec le regard que vous avez porté, qui est par définition subjectif, est-ce que vous avez étudié la manière de filmer, donc en tant que femme, ce culte de la beauté masculine? Je vais vous dire quelque chose, c'est que l'approche d'un film, elle a plusieurs étapes, au fond. Et la première étape, c'était que la personne qui dirigeait la fiction télévision à Arte, Pierre Chevalier, avait décidé de faire une collection qui s'appellerait Terres étrangères. Il m'a proposé de faire un des volets de cette collection. Et comment je suis arrivée à Légion étrangère, c'est parce que Terres étrangères, j'avais un peu peur que ça me renvoie à mon premier film Chocolat, en Afrique, la fin de la colonisation, ou quelque chose d'exotique, vous voyez. Et donc, je me suis souvenu d'une phrase de Jean-Luc Godard, qui avait fait une pub pour une marque de cigarettes, je crois, et qui avait dit « Le plus simple, quand on veut parler de quelque chose, c'est de prendre le mot cigarette en soi, quoi. » Là, c'était Marlboro, je crois. Il a dit bah, « Déjà, c'est cigarette Marlboro. » Et moi, je me suis dit « Terres étrangères, bon, peut-être c'est étrangère. » Et je me suis souvenu qu'enfant, j'avais habité à Djibouti. Et donc, Légion étrangère est venue vraiment comme ça, comme une espèce d'association de mots. Hein. Et c'est alors, en préparant le film et en allant à Djibouti, voir la Légion, ce qu'elle était devenue, parce que j'étais petite hein, quand j'étais... Et j'ai vu des légionnaires s'entraîner vraiment, hein, de loin, parce qu'ils ne m'auraient pas laissé s'approcher, mais je voyais ce que c'était d'être légionnaire, et je voyais aussi cette quête presque gênante d'une forme d'esthétisme. Les légionnaires, il faut qu'ils soient dans une perfection, et cette perfection, dans l'entraînement, dans le costume, dans l'apparence, ils la cultivent comme une sorte de protection. Parce que quand on rentre dans la Légion, c'est comme rentrer dans les ordres. Hein. On quitte la vie civile et donc ils cultivent quelque chose, comme dans une sorte de monastère. Et je me suis dit, alors il faut que le scénario
parle de ça aussi. Je ne me suis pas dit, je suis une femme et je vais regarder de la beauté masculine. D'abord, je me suis posé la question, pourquoi cette spécificité de la Légion? Et tu l'as vu, toi aussi, hein, quand tu étais à Djibouti. Et c'est là où j'ai pensé à un écrivain américain, Herman Melville, qui a écrit un livre sur la marine, Billy Budd, et où je sentais dans ces lignes, dans ce texte de Herman Melville, et dans ses autres livres aussi, ce qu'il ressentait devant l'idée d'un ordre hors du civil, du quotidien, vous voyez, comme quelque chose qui, on revêt l'uniforme, on rentre dans un monde à part. Et tout d'un coup, là, il y a une question esthétique qui se pose assez vite. Voilà. Et donc, bien sûr, mais il a fallu du temps pour que j'arrive, et peut-être d'être avec Agnès, et peut-être les répétitions avec les comédiens, et avec Bernardo Montet. C'est seulement, parce qu'à Paris, on répétait dans un gymnase, ils n'étaient pas torse nu sous le soleil. Hein. C'est seulement ce que j'avais vu à Djibouti, où j'avais compris que dans cet acharnement, au fond, physique de l'entraînement, il y avait une recherche esthétique aussi. Hein. Ils étaient à part. Et donc, peut-être à ce moment-là, moi ou Agnès, ou même d'autres membres de l'équipe qui étaient des femmes, on a pu se dire ce fameux truc un peu à la mode aujourd'hui de dire le female gaze, quoi, le regard au féminin. Mais je ne l'ai pas pensé tout de suite, et je ne pense pas qu'Agnès l'ait pensé tout de suite non plus. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Bon. Pour moi, tout s'est passé en allant assister aux répétitions entre les garçons qui allaient être les légionnaires et Bernardo Montet, et des exercices chorégraphiés qu'ils faisaient. Je suis allée les voir pour les filmer en t'entraînant. Pour comprendre comment filmer au mieux ce qui allait exprimer ce culte de leur corps. Les exercices militaires des légionnaires, c'est extrêmement difficile. Hein. C'est des gymnastes incroyables. Donc, ils ont des corps musclés, etc. Et je pensais beaucoup, puisque je savais qu'il y avait une inspiration à partir du Billy Budd d'Herman Melville, la description de cet univers masculin, de la puissance masculine. Je pensais à ça, je me suis nourrie un peu de ça, et observé, filmé avec une petite caméra vidéo quand il faisait des exercices, même si les chorégraphies qui existent dans le film n'existaient pas encore, ils étaient en train d'y travailler, mais pour approcher tout ça. Et du coup, peut-être je vais dire, bon, je suis une femme, donc forcément j'ai regardé comme une femme, mais c'était pas l'idée d'être une femme regardant des hommes, c'était essayer de trouver ce qui allait exprimer le mieux, oui, cette puissance masculine qu'ils ont envie que l'on sente se dégager d'eux, quoi, je crois. Voilà. Et qui était du reste très belle à voir, parce que c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de travail pour arriver à faire ces exercices-là. Voilà. Peut-être j'ajouterais une petite conclusion de dire que Djibouti, c'est un petit territoire, et donc les vrais légionnaires venaient nous regarder. Hein.
Et c'était très dur pour nous, parce qu'il y avait un jugement. Et il nous soupçonnait d'être minables, que les acteurs allaient être minables. Et ça a mis une sorte de tension très forte, parce qu'on les voyait s'entraîner aussi dans le désert. Et quand même, ça a joué un rôle aussi pour nous. Et c'est pour ça peut-être que j'ai mis au début du film, je voulais qu'il y ait cette scène, parce que je l'ai vécu ça. Comme je ne pouvais pas m'approcher des légionnaires dans les terrains militaires, m'approcher trop, là où je pouvais être proche, c'était les boîtes de nuit, où le soir ils avaient droit d'aller, et où il y avait ces jeunes prostituées qui... On ne disait pas des prostituées, on disait des restaurants, des crêperies, des ceci, mais enfin c'était quand même ça. Et je voyais ces garçons, ils étaient obligés de sortir le soir en uniforme pour ne pas, pour qu'on les repère très vite, quoi. Parce qu'ils avaient des permissions de sortie, mais il fallait qu'on puisse les repérer vite. Donc ils étaient en uniforme et on les voyait arriver à partir de 19h dans les boîtes de nuit, soudain malhabiles. Parce qu'ils étaient entourés de ces jeunes femmes qui elles, à cet instant-là, finalement les piégeaient un peu, parce ils n'étaient plus dans la splendeur de leur entraînement. Voilà. C'était un peu eux à nu, quoi. Ouais, ils avaient un peu troqué pour la splendeur de leur costume, képi, shorts, chaussettes, nickel. Mais ils étaient obligés, quoi, c'est ça. Voilà. Une autre question ? Bonjour. Bonjour. Du coup, moi aussi, je suis étudiant en master à l'école d'affaires publiques en spécialité culture. Et j'aimerais aborder une autre thématique de vos films, Claire Denis, parce que souvent, vos personnages sont caractérisés par un certain isolement ou un éloignement par rapport à leurs proches. Et pour moi, c'est des questions vraiment existentielles qui pourraient paraître profondément personnelles, mais qui sont pourtant exprimées dans cet art qu'est le cinéma, qui est profondément collectif. Et du coup, je voulais savoir un peu, avoir votre avis, pour savoir en quoi le collectif permettait ou pas d'exprimer, d'aborder, d'interroger au mieux les rapports à l'autre, les dilemmes intimes des rapports à soi. C'est costaud, on va y répondre. Alors je dirais, c'est une belle question. Agnès viendra à mon secours. Ce que je pense, au fond, mais je le pense d'une manière peut-être intellectuelle et naïve en même temps, je pense que quelque chose fait que le cinéma, c'est quand même... ça n'existe que dans l'idée de la relation. Et quand j'ai commencé par ce texte sur l'intraitable beauté du monde, au fond, la conclusion de ce texte, c'est ce qui demande à Barack Obama, c'est la relation. C'est quelque chose qui... Et je pense qu'il y a dans le cinéma la possibilité d'exprimer modestement ou d'une manière grandiose, si c'est quelque chose qui est la relation de personnages entre eux, la relation d'humains et de leur histoire, la relation de ce qu'on pense soi-même du monde. Vous dites souvent des personnages éloignés de leur base, au fond. Moi, je l'ai ressenti tôt, ça, hein, et ça m'intéressait pas. Ça s'est imposé à moi, presque, comme une obligation de le dire. Et peut-être, c'est ça qui fait que, quand on fait ce travail avec quelqu'un qui
cadre, qui fait la lumière, mais qui cadre aussi, il faut que Agnès, moi je suis pas devant un écran de télévision quand Agnès cadre, je suis à côté d'elle parce que j'ai besoin de sentir sa relation avec la scène qu'elle est en train de filmer. J'ai besoin d'avoir la relation d'Agnès avec ce qu'elle filme. Et j'ai pas besoin d'être devant un moniteur de télévision pour voir si c'est beau ou pas. J'ai besoin de sentir sa relation. Et parfois, je sens quand elle n'est pas synchrone avec la scène, et puis tout d'un coup, je sens que oui, ça y est. Vous voyez ? Et ça, c'est à la fois d'écrire des personnages qui sont loin de leur base, mais dans une relation avec nous, le film, et aussi entre eux. Je pense que le cinéma, curieusement, il est porteur de ça. Alors je ne sais pas si les spectateurs collectivement ressentent ce qu'on a ressenti sur le plateau, mais l'idéal, c'est qu'ils le ressentent un peu quand même. Non, je ne sais pas. Mais oui. Ce rapport au collectif, ce rapport aux images aussi, à la proximité, le passage au numérique, ça change quelque chose ou c'est pareil? Ça change beaucoup de choses, oui. Oui, ça change. Mais disons, peut-être plus précisément, ça a changé pas mal de choses au début du numérique. Le numérique va très très vite, et depuis le début du numérique, le numérique a beaucoup changé, beaucoup évolué. Et maintenant, il y a des choses qui deviennent vraiment très, très intéressantes. Mais finalement, ces choses qui deviennent très, très intéressantes, c'est qu'on commence à comprendre comment on peut quand même toujours un tout petit peu rappeler les talons films. Voilà. Et c'est... Mais dans l'esprit de la question de la dimension de collectif et de proximité, de ce que Claire disait, il faut être avec, c'est ce que vous disiez voilà. dans le fait de suivre avec la caméra à l'épaule aussi, d'une certaine manière. Oui, voilà. Et la chose essentielle que ça change évidemment, c'est que avec les caméras numériques, elles viennent toujours avec des moniteurs. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, il y en a un peu partout. Des petits écrans. Et c'est... ça peut être bien, mais ça peut être aussi complètement contre-productif, parce que les images qu'on voit au moment où on fait les plans, elles sont regardées à partir du moment où elles sont bien dans un petit écran comme ça, comme étant finies. Or, c'est pas fini. Le film n'est pas fini du tout. Et ça peut être... c'est presque un peu anachronique, je dirais, de les voir sitôt, ces images. Et puis, pendant la préparation et pendant qu'on travaille ou qu'on approche petit à petit le moment où on va vraiment tourner, ça peut être aussi presque impudique, finalement. C'est difficile. Et c'est vrai que... Voilà, mais bon, des metteurs en scène qui connaissent aussi bien ce que l'on voit à travers une caméra avec un objectif comme Claire, il y en a de moins en moins. Il y en avait déjà pas trop, mais il y en a de moins en moins. Et c'est vrai que ça, c'est agréable, parce que c'est vrai que c'est important, le rythme. Il y a le rythme des acteurs, mais quelquefois, à l'intérieur de ça, il peut y avoir le rythme interne de la caméra qui se surajoute. Et avec le numérique, comme tout est suivi dans un écran, c'est comme si on n'osait plus ces choses-là. Et ça peut être, il me semble, c'est différent, quoi. Il faut essayer d'avoir de la discipline, peut-être, de moins regarder les images en même temps. Moi, je crois qu'il ne faut pas les regarder en même temps. C'est important de regarder ce que Agnès regarde à travers le viseur. Moi, si je regarde déjà quelque chose qui ressemblerait à un résultat, je pourrais
oui, sentir qu'il y a une finitude. Il ne faut pas. C'est en cours de route. Mais je vais ajouter quelque chose qui est peut-être un petit peu bizarre, et du coup, cette question de collectif, de un et de collectif, moi je le rattache à ma perception des films que Claire fait, des scripts qu'elle écrit. Et j'ai souvent eu l'impression qu'il y avait des tas de personnages et que le film s'était un peu passé d'un personnage à l'autre, tous les rapports, comme quelque chose qui va jusqu'au centre et à la solitude, à l'unique chose d'un des personnages. C'est quelque chose comme ça, comme partir de la marge, je ne sais pas, et arriver à l'un. Et c'est en ça, pour moi, qu'il y a de l'un ou de l'unique dans les films de Claire, et peut-être dans les visages choisis, dans cette, encore une fois, simplicité ou concision des images, des plans, de la facture des films. Voilà. Il y a beaucoup de monde, ça tourne, mais ça va toujours comme à un noyau qui serait, oui, le noyau du film. Pour parler de la relation, je dirais que dans Beau Travail, par exemple, il y a un acteur qui fait le commandant, Michel Subor, qui est mort aujourd'hui, mais que j'avais vu dans Le Petit Soldat de Godard, et bizarrement, pendant le tournage, pour les comédiens, pour Agnès, pour moi, on lui a attribué le rôle d'être le même personnage que dans Le Petit Soldat de Jean-Luc Godard. 40 ans plus tôt. Hein 40 ans plus tôt. Voilà. Et c'est-à-dire un homme qui a déserté l'armée française pour pas aller en Algérie et qui a accepté d'être payé par l'OAS pour tuer un militant du FLN. Voilà. Donc on a fait cette relation-là aussi. Et bien que 40 ans étaient passés, nous, on avait l'impression d'être en relation avec Le Petit Soldat, à travers Michel Subor. Oui. On va prendre la troisième question. Est-ce que ça me... Oui. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Moi aussi, je fais partie du master Affaires publiques, spécialité culture. Et j'avais formulé une question qui n'était pas directement liée à la notion de beauté, mais on pourrait peut-être la ramener à votre complicité par rapport à la définition de cette notion de beauté. Je voulais savoir si il existait, après une trentaine d'années de collaboration ensemble, encore un élément de surprise mutuelle entre vous dans votre travail. Toujours. Et voilà, si on veut aussi le ramener à cette définition de la beauté, est-ce que cette définition, elle évolue entre vous? Est-ce qu'elle évolue dans le temps ou... Voilà. Oui, vas-y. Oui, toujours. Elle évolue en fonction des idées, des scénarios que Claire écrit. Oui, elle évolue, tout siège là. Non, c'est pas tout siège là, c'est-à-dire, c'est la relation aussi entre Agnès et moi qui fait évoluer le travail qu'on fait dans les films. Parce qu'il a fallu qu'on fasse un premier film ensemble au Cameroun, où elle faisait le cadre, mon premier film, et où j'aurais voulu aussi qu'elle fasse la lumière, mais un premier film en Afrique avec une femme réalisatrice et oui, en plus une chef opérateur, enfin, que Agnès fasse l'image toute seule, je crois que les producteurs n'étaient pas prêts à ça. Hein. Donc ils ont préféré que
quelqu'un de très bien, du reste, fasse la lumière du film Chocolat et que Agnès ne fasse que le cadre. Mais en fait, c'est à partir du cadre qu'elle et moi, on a irradié le film. Voilà, donc... mais c'est vrai que la relation entre nous fait que on avance aussi dans le cinéma. Vous voyez, il n'y a pas de... on n'avance pas... Pardon, excusez-moi, je vais prendre un tout petit peu d'eau. Il y a l'idée que peut-être... Puis Agnès, elle fait d'autres films de son côté. Donc, si vous voulez, on apprend et on peut apporter à chaque fois quelque chose. Je me souviens très bien, un jour, Agnès a lu un scénario et elle m'a dit, ben, celui-là, il va falloir qu'on passe au scope. Vous voyez, c'était pas pour format cinémascope qu'on n'avait jamais fait. Chaque fois, on s'est posé des questions de se dire, est-ce que ça sera un film en couleur ou en noir et blanc, au fond, par rapport à ce qu'on a envie de faire. Mais de se poser ces questions permet aussi de bouger nous-mêmes dans notre travail. On ne reste pas toujours devant la même porte. On en a franchi plusieurs. Et je me souviens combien de fois on s'est dit, oh oui, ça c'est du noir et blanc, forcément. Et puis au fond, peut-être pas. Et on fait des essais. Et puis voilà, ça, c'est des choix qui nous permettent de faire vivre cette relation, mais de la faire vivre à l'intérieur du film aussi, il me semble. Oui, mais c'est vrai que faire des essais, faire des images qui pourraient presque être des images du film pour chercher les outils techniques appropriés, ça a été très, très important. Parce qu'en réalité, c'est extrêmement difficile de parler d'images, de cadres, de lumière, juste avec des mots. Voir les images, partager la vision, partager l'expérience visuelle des images, c'est la meilleure des choses. On sent, on voit, et on peut peut-être... En tout cas, on voit si ça... comment elles sont reçues, comment... Ouais. C'est très important. Et c'était drôle parce que c'était même devenu presque... Plusieurs fois, il y a eu des images d'essais qui ont pris place dans les films. Oui. Et ça a approché petit à petit. Mais c'est vrai que c'est aussi parce que l'idée, c'est de... Au fond, quelquefois, on a envie de dire essayer d'aller toujours plus loin, mais c'est plutôt presque essayer de ne pas refaire quelque chose qui a déjà été fait. Et parce que je crois que c'est important quand on fait les images d'un film, quand on tourne un film, c'est avoir l'impression qu'on est en train de trouver des images qu'on n'a pas vues encore. Ouais. Ça me semble très important. Oui, tu as raison. Pourquoi ? Pour avoir la sensation de les reconnaître comme étant celles du film au moment où elles sont, et pas comme étant copiées d'eux. Oui, mais je dis pourquoi, parce que oui. Moi, il me semble, en ayant vu tous les films de Claire, donc aussi toutes les images que tu as faites, que ce n'est jamais une quête de l'originalité pour l'originalité. Non. Et justement, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut dire un peu plus que c'est pas seulement pas répété, c'est qu'il y a quelque chose d'organique qui vient du film et qui mène là où vous êtes. Oui, vous allez. Oui.
Oui. C'est peut-être ça qu'on a essayé, qu'on a traversé avec Agnès quand le numérique est arrivé, c'est de continuer à garder ce travail préparatoire des essais pour justement trouver notre relation organique avec le film. Parce que peut-être parfois on entend dire que le numérique rend tout possible à partir d'une espèce d'image vierge qu'on appelle le RAW, enfin quelque chose qui serait transformable ad libitum, vous voyez, alors qu'en fait c'est très important de faire ces essais pour s'engager déjà ensemble par rapport au film et de prendre certaines décisions qui ne sont pas laissées comme après, quoi, comme quelque chose, oh ben on verra bien, ce quelque chose qui va être refaçonné après. Ça, c'est pas possible, parce que si on ne connaît pas le rapport qu'on a avec l'image du film quand on tourne, si c'est après, alors j'ai l'impression qu'on va pas être là sur le tournage, on va être à côté. Et c'est une chose terrible de demander à des comédiens ou des comédiennes d'être là, d'être présents à ce moment-là, et nous d'être après. Ça peut pas marcher, ça, je crois. Non. Bon, je crois que... On avait plein de trucs à discuter qu'on n'aura pas discuté, mais c'est comme ça, et c'est l'heure, mais la présence, finir avec la présence à ce qui est en train de s'activer me semble une bonne façon de se laisser sur de la présence, justement, et de se donner rendez-vous, Claire en tout cas, pour la 4e rencontre de la chaire cinéma. Donc ce sera Claire Denis avec Carlo Chatrian, le directeur du Festival de Berlin, le 10 octobre prochain. 10 octobre prochain. Ah, excusez-moi. Où on a l'espoir de vous retrouver à nouveau. Oui, tout ça sera bien sûr annoncé. Merci aux élèves qui avaient préparé les questions également. Et merci à vous de votre présence. Beaucoup.